Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ces antennes de TV+. Voici le principal fil conducteur de ce magazine. Aux eaux et forêts, la situation est toujours tendue depuis des mois. Malgré la reconduction de Lee White à la tête de ce ministère, les revendications semblent avoir la peau dure. Les raisons, vous les aurez dans quelques instants. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, avec nos invités cet après-midi, notamment l'honorable Alexandre Awassi, qui est à ma gauche, député du siège unique du 2e arrondissement de la commune de Mouanda, c'est dans le Haut-Ogooué, c'est un député indépendant qui se retrouve à l'hémicycle. Et à ma droite, nous avons Maurice V. Akui, secrétaire général adjoint du SINAPEF, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts. Et avec eux, nous allons faire le décryptage de l'actualité. D'abord, de la situation du personnel des eaux et forêts, celle des populations de Mouanda en particulier et du Haut-Ogooué en général. La composition du CGE ne sera pas en reste dans ce programme d'une heure. Une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Alexandre Awassi, honorable, bienvenue sur notre plateau cet après-midi. Merci pour l'invitation qui est faite. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Maurice Mveyakwe, bienvenue également. Merci, je salue l'opportunité de l'invitation. Également, nous sommes très heureux de vous avoir, monsieur. Vous êtes des calibres importants, non seulement pour la jeunesse, mais aussi pour la société gabonaise. Alors, honorable, je vais me tourner vers vous déjà, vous demander comment vous vous sentez aujourd'hui, notamment à l'orée de cette année 2023. Parfaitement bien, en parfait équilibre, sur tous les plans. Sur tous les plans. Ouais. Alors, député, très jeune, comment vous vous sentez à l'hémicycle au milieu de tous ces grands que l'on connaît? Ce n'est pas un handicap d'être jeune, donc je me sens parfaitement investi des missions que m'ont conférées les populations de mon siège. Je me sens âpre devant l'exercice de mes fonctions. Parfait. Alors, Maurice Mveyakwe, aujourd'hui, le SINAPEF, toujours debout pour revendiquer. Comment ça se passe aujourd'hui? Ce qu'il faut dire d'entrée de jeu et à regret, c'est que nous sommes à une étape de statu quo, parce que depuis que la grève a été reprise le 3 janvier 2023, oui, jusqu'ici, la tutelle ne bouge pas de façon à faire décanter la situation. Et justement, comme je le disais à l'entame de cette émission, la situation qui prévaut au ministère des Eaux et Forêts laisse des pères et mères de famille dans un état très perplexe. Au cours de la conférence de presse tenue il y a quelques semaines, c'était à Libreville, le syndicat national des professionnels du SINAPEF annonçait, comme vous l'avez d'ailleurs précisé, de relancer la grève. C'était le 3 janvier, donc pour la non prise en compte des différentes revendications émises sur la table des discussions. Regardons ce reportage avec Maya Meza. Comme vous le constatez ce matin, nous sommes bel et bien au ministère des Eaux et Forêts, un mauvais cadeau de Nouvel An pour Lee White, qui n'aurait pas aimé ça pour démarrer l'année 2023. Le ministre des Eaux et Forêts devrait se frayer un petit sommeil ce matin pour accéder à son bureau car son personnel a décidé d'entrer en grève générale illimitée. Le mouvement de grève que vous constatez à partir de ce jour et qui a été décidé le jeudi 29 décembre 2022 est dû au non-respect par la tutelle des clauses du protocole d'accord signé avec les partenaires sociaux depuis le 2 septembre 2020, mais aussi au retard de paiement constaté des primes du 3e trimestre et du 4e trimestre 2022. Le secrétaire général a précisé sur le micro de TV+, que le personnel se trouvait dans les locaux de la dite administration et aucune tâche administrative ne s'effectuait de 10h jusqu'à 15h30. Les différentes revendications qui sont contenues dans notre cahier de charges concernent deux volets principalement. Il y a le volet administratif qui est lié à la régularisation des situations administratives notamment, recrutement, reclassement et autres, mais aussi le volet social. Et dans le volet social, il y a l'amélioration des conditions de travail, mais aussi l'amélioration des conditions de vie. Jusqu'à ce que la situation s'améliore. Au cas contraire, lundi, un piquet de grève est prévu sur ce site.
De retour sur ce plateau, toujours avec nos invités. Alors, Maurice Mviyakwe, dans ce reportage, on voit que vous restez toujours en branle, vous décidez de ne pas baisser la pression. Alors, quels sont les points de manière concrète que vous revendiquez ou bien qu'est-ce que vous reprochez à votre tutelle? Nous reprochons principalement à la tutelle de ne pas s'engager à la concrétisation des engagements pris. La tutelle, notamment M. le ministre Eli White et les partenaires sociaux, ont signé le 2 septembre 2020 un protocole d'accord qui regroupait un certain nombre de solutions à court, moyen et long terme. Malheureusement, depuis la signature de ce protocole, l'effectivité ne suit pas. Et c'est ce qui nous pousse, malgré nous, à revenir sur la scène de la revendication. Alors, dans ce protocole que vous avez signé avec le ministre Eli White, qui a été reconduit à la tête de votre ministère lors du dernier remaniement, il y a de cela quelques jours, il y avait quoi de manière concrète? Quels sont les points que vous aviez demandés qui n'ont pas été respectés et quels sont les points qui ont connu déjà des avancées? Il y avait essentiellement 3 points. Le premier point concernait la réhabilitation de la prime sectorielle qui est conférée aux agents de notre département par l'article 285 du Code forestier, donc la loi 16/01 du 31 décembre 2001 signée de feu le président Omar Bongo. Donc, dans cet article, il est dit que dans toutes les recettes que nous encaissons en termes d'amende, en termes de taxes, il y a une rétrocession qui est faite au bénéfice des agents comme ristourne. Donc, le protocole contenait la réhabilitation de cette prime parce qu'elle était suspendue illégalement depuis près de 7 ans. Le protocole contenait aussi le paiement des arriérés relatifs à la période privative, soit 27 trimestres. Et en dehors de ces 2 points, le protocole demandait aussi que dans le cadre de la commission sur le dialogue social, nous puissions éplucher avec la tutelle les points relatifs aux conditions de travail. Donc, dans les faits, le Parlement et le gouvernement ont consenti à la réhabilitation de la prime sectorielle. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est parce que la tutelle ne veut pas redistribuer cette prime réhabilitée comme il se doit. Ça a été réhabilité, vous dites bien le Parlement, on a un représentant de ce Parlement sur ce plateau. Est-ce que ça avait été réhabilité déjà et que vous n'entrez pas en possession de cette somme? Ce qui se passe, c'est que depuis un certain nombre d'années, les droits de sortie de bois n'étaient plus encaissés dans nos comptes. Depuis un certain nombre d'années, la taxe de superficie n'était plus perçue. Elle n'était plus prélevée auprès des opérateurs économiques et reversée dans nos comptes. Donc, avec la réhabilitation de la loi des finances, ces sources de recettes ont été intégrées à nouveau. Donc aujourd'hui, nous avons principalement 4 grandes sources. Il y a les taxes de superficie payées, il y a les droits de sortie de bois à l'export qui sont payés, il y a les amendes transactionnelles qui sont infligées aux opérateurs qui sont payés, il y a aussi les recettes encaissées dans le cadre de la vente de bois abandonné. Donc, toutes ces recettes, il y a un pourcentage qui est rétrocédé aux agents comme ristourne. Malheureusement, dans la pratique, la tutelle ne partage que le produit des taxes de superficie et des droits de sortie. Tout ce qui est encaissé depuis 2001, depuis 2021, j'en viens, comme amende transactionnelle, tout ce qui est encaissé depuis 2021 comme vente de bois abandonné a pour destination juste que la tutelle peut effectivement exposer à l'opinion publique. Alors, Monsieur Mviyakwe, donc vous êtes en train de nous dire sur ce plateau qu'après la décision ou encore du président de la République et des parlements, il y a quand même une certaine avancée. Donc ça veut dire que vous êtes certain que ces montants qui sont récupérés sur des taxes et autres arrivent quand même dans les caisses du ministère et qui ne vous sont pas reversés par la suite. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre sur ce plateau. Oui, la réalité, juste une partie. La réalité, c'est que le ministère a ouvert un compte pour encaisser ces recettes. Ce compte est logé au niveau de l'agence comptable de l'École nationale des eaux et forêts, avec un identifiant bien connu au niveau du trésor public. C'est ce compte légal qui doit encaisser l'ensemble des recettes produites par le département. Ce qui n'est pas le cas. Mais la tutelle a ouvert un compte parallèle à la caisse de dépôt et consignation. Elle y oriente les opérateurs pour verser
les amendes transactionnelles pour verser le produit de la vente du bois. Du coup, nous n'avons pas de lisibilité sur ce qui est orienté en dehors du cadre réglementaire. Alors, honorable Awassi, vous êtes sur ce plateau, vous êtes député. Et malheureusement ou heureusement, il a parlé des parlementaires, et vous représentez ces parlementaires. Qu'est-ce qui peut justifier ou encore expliquer le fait qu'après l'adoption, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale d'un loi ou d'un décret, la mise en application de celle-ci dans son intégralité soit d'une manière ou d'une autre amorphe? Écoutez, je ne saurais l'expliquer, je ne sais pas quelles sont les difficultés de la tutelle à mettre en application leur volonté, parce qu'à l'Assemblée nationale, nous ne faisons à la limite que, dans certaines mesures, traduire les faits qui nous sont proposés par le gouvernement dans le cadre de leur gestion. Donc c'est bel et bien une de leurs volontés qui a été mise en application. La loi des finances, elle est constituée d'abord par le gouvernement. Les parlementaires ne font que les accompagner dans ce sens-là, en y apportant des bonifications où il est nécessaire. Donc je ne comprends pas pourquoi le mécanisme est autant engraissé, sinon très peu huilé, au point de créer une rupture de dialogue entre les compatriotes et leur tutelle. Alors, c'était pour que ce soit clair un peu pour le téléspectateur qui est à la maison, parce que parfois, on estime qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité et que les parlementaires ont leur part de responsabilité. Vous l'aviez compris, les parlementaires ne font juste que peut-être valider ce qu'on leur propose au niveau de l'Assemblée nationale, mais ne peuvent pas peut-être décider ou forcer la main à une tutelle de pouvoir mettre en application un certain nombre d'éléments. Alors, permettez-moi de corriger. Si nous avons des moyens de contrôle qui nous sont conférés par la Constitution pour vérifier justement l'effectivité des mesures qui ont été adoptées ou prises. Donc nous disposons des largesses nécessaires pour vérifier, pour contrôler l'action du gouvernement. Qu'est-ce qui peut pousser un ministère comme le ministère des Eaux et Forêts de suspendre un décret? Parce que M. Akoué le dit que ça avait été suspendu et que depuis, ils se sont retrouvés avec cette loi qui a été réhabilitée. Quand on parle de réhabilitation, ça veut dire qu'il y avait une suspension en amont. Qu'est-ce qui peut justifier un peu cette suspension, honorable? Difficile d'y répondre parce que je n'ai pas la preuve de ce qui est dit sous mes yeux. Il va me falloir vérifier avant de pouvoir répondre adéquatement à la préoccupation émise. Alors, M. Akoué, est-ce qu'il y a eu discussion, malgré le fait que cette loi a été réhabilitée, que vous aviez constaté, selon vos mots, qu'il y a un compte parallèle qui a été créé au niveau de la CDC, en ce qui concerne ces primes-là qui sont récupérées sur les taxes, ces taxes-là qui sont récupérées. Alors, est-ce que vous avez eu à discuter avec votre tutelle pour trouver un terrain d'entente? Parce que ça fait longtemps quand même que cette grève perdure au niveau des eaux et forêts. Il convient de faire constater que durant toute l'année 2021, et là je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau, nous étions en grève. Nous avons commencé à dénoncer la violation du protocole d'accord signé en 2020 pendant toute l'année 2021. À la fin de l'année 2021, sans qu'il n'y ait d'avancée observable du côté de la tutelle, nous avons fait le choix républicain de suspendre le mouvement de grève. C'était pour que l'année 2022 soit mise à contribution par la tutelle de manière à créer un cadre de dialogue, un cadre de mise en musique du protocole d'accord signé. Malheureusement, l'année 2022 n'a pas été mise à profit par la tutelle. Donc nous avons perdu toute une année et ce qui a conduit les agents à regret à revenir sur la scène de la revendication. En revenant sur la scène de la revendication, vu que 12 mois n'ont pas suffi peut-être pour faire plier la partie d'en face, vous revenez à la charge. Est-ce que vous n'handicapez pas d'une manière ou d'une autre l'administration publique? C'est vrai que vos revendications peuvent être justes au niveau de votre tutelle, notamment sur ce que vous avez parlé, les conditions de travail, les primes et tout le reste. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mécanisme pour pouvoir pallier à cette situation, selon vous, en tant que syndicaliste? La grève n'est pas un choix facile. Et pour arriver à la grève, il y a plusieurs étapes. Il y a notamment l'étape de la communication, il y a notamment l'étape
des courriers, des correspondances, nous avons eu à être amenés à aller d'étape en étape. Nous avons même eu à adresser notre dossier à l'attention du chef de l'État, à l'attention de Madame le Premier ministre. Nous avons crié... Qui est aujourd'hui vice-président de la République. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu de retour de la part de l'exécutif. Alors, au niveau du ministère des Eaux et Forêts, qui est votre interlocuteur direct? Avec qui vous discutez de ces questions, ou bien on vous laisse venir le matin, étendre vos pancartes et rester et repartir le soir? Nous avons été surpris il y a 2 jours en relevant que notre interlocuteur direct, c'est monsieur le ministre Eli White, en tant que partenaire social de notre côté. Nous avons été surpris de recevoir une correspondance il y a 2 jours. Dans la correspondance, le ministre fait savoir au président du syndicat national des professionnels des eaux et forêts que durant l'année 2022, il était indisponible du fait de ses voyages internationaux et qu'il a eu aussi un temps de repos suite à une maladie. Bon, pour la deuxième information, c'est recevable, c'est humain. Mais pour la première information, relevant le motif des voyages internationaux, c'est quand même assez discutable. Donc, il nous a donné cette information. Il nous a aussi dit, parce qu'il y a aussi des conditions d'injustice que nous décrions, il nous a aussi dit qu'il ne consentait pas à réparer les injustices qui ont consisté à priver les agents en grève de leur rémunération. Or, la loi est claire, notamment le statut général de la fonction publique en son article 71, que les jours de grève ne sont pas rémunérés sauf lorsque la grève concerne la rémunération due. Donc, lorsque nous réclamions la réhabilitation de notre prime et les arriérés de plus de 7 ans, dans ces conditions, la tutelle n'était pas en mesure de pouvoir nous suspendre les salaires. Mais il vous a, vous-même vous le dites qu'il y a 2 jours, il vous a adressé une correspondance dans laquelle il s'expliquait un peu sur le fait que vous ne l'aviez peut-être pas eu en face. Je le dis en lisant un peu dans vos lignes. Est-ce que là, c'est pas une preuve déjà qu'il peut-être veut revenir sur la table des négociations et qu'il va falloir que vous puissiez mettre un peu de l'eau dans votre vin afin peut-être non seulement de relancer la machine en ce qui concerne les activités au sein des eaux et forêts, mais aussi de donner une opportunité au ministre de pouvoir gérer un certain nombre de points, même si celui de l'injustice sociale a déjà son verdict, selon ce que vous dites. Pour suspendre un mouvement de grève, je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle. C'est d'abord une attitude de hauteur. Il suffit que le ministre convoque les partenaires sociaux à une discussion franche. Cela peut nous donner des éléments de langage auprès des administrés pour dire le ministre a déjà fait un pas, essayons de mettre de l'eau dans le vin. Mais chaque jour, nous exposons nos banderoles sans bien évidemment fermer le portail parce que tout le monde n'est pas en grève. Il faut aussi laisser aux usagers le bénéfice du service minimum. Nous exposons nos banderoles, le ministre rentre, le ministre sort, rien ne nous est dit. Et dans le dernier courrier qu'il a adressé au président du SINAPEF, la moindre des choses était de lui dire que dans les jours qui suivent, je vous rencontrerai, ce qui n'a pas été dit. Juste rappeler les motifs de son absence durant toute l'année 2022 et dire qu'il ne consentait pas à pouvoir nous réhabiliter les salaires qui ont été suspendus. Chose curieuse. Donc alors, nous restons aujourd'hui quelque part désemparés. Alors, honorable, c'est vrai que vous êtes député, vous êtes un homme politique, mais en tant que citoyen, quel est le regard que vous portez un peu sur ces différentes revendications que l'on peut observer dans plusieurs secteurs d'activité dans notre pays au cours de l'année 2022, pour parler de l'année qui nous a précédé il y a quelques jours seulement. Quel est le regard que vous pouvez porter sur ces différentes grèves? Écoutez, je pense qu'on arrive à la grève que lorsqu'il n'y a aucun point d'achoppement, lorsque la rupture du dialogue se fait constater. Il vous le dit, il aurait souhaité que dans le courrier adressé par le ministre, il y ait la mention qui les invite à un jour de débat, de discussion. Malheureusement, ça fait défaut. Et c'est là l'un des points les plus forts, justement, qui favorise les grèves dans notre pays, c'est la rupture de dialogue. Dans un secteur comme celui de l'environnement, où le chef de l'État lui-même a mis un point d'honneur, mais il en va de l'image du pays tout entier, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Gabon,
on parle d'abord de son environnement. On parle aussi et d'abord de son environnement. Il est inadmissible que des grèves à répétition fassent miroir à ce secteur devenu clé de notre économie. Les réclamations sont certes ou certainement légitimes. Il appartient au ministre de faire asseoir toutes les parties. D'ailleurs, les parlementaires n'ont jamais, à chaque occasion qu'ils ont eu de rencontrer le ministre de l'Environnement ou tous les secteurs d'activité où il y a grève, d'appeler à un dialogue. Et c'est là où je voulais en venir pour vous demander, honorable, est-ce qu'au sein de l'hémicycle, à chaque fois que vous avez un des membres du gouvernement en face de vous, est-ce que vous abordez la question du dialogue social et la question des grèves à répétition que l'on peut constater? Mais bien sûr, nous abordons toutes les questions. C'est dommage que la structuration de la communication de notre Assemblée nationale ne permette pas aux Gabonais de voir ce qui se fait en commission. J'aurais aimé que les interpellations, les questions aux membres du gouvernement soient également diffusées comme tous les autres exercices au sein de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun filtre face au gouvernement. Toutes les questions sont abordées, toutes les questions d'actualité sont discutées. Donc pour ma part, je pense que les députés font ce qu'il y a à faire dans notre pays. S'ils étaient entendus suffisamment, je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Malheureusement, pour certaines raisons, certaines connues, d'autres non, certaines parce que les gens sont peut-être trop imbus, justifiant d'une proximité quelconque au chef de l'État, ainsi de suite, pour agir. Donc il faut que cela cesse. Les Gabonais qui manifestent sont des Gabonais à part entière. Ils ne font que réclamer leurs droits. Ce qui est fait pour le ministre de l'Environnement a été fait pour le ministre de la Santé et des Affaires sociales sur la question des retraités ou encore sur le personnel de la santé. Les députés le leur martèlent à chaque fois que nous avons l'occasion de les rencontrer qu'il faut que cela cesse. Mettez les Gabonais dans des conditions idoines pour travailler. Alors, nous allons poursuivre cette émission avec vous, honorable Alexandre Awassi, vous, Maurice Mvé Akoué, et également vous, chers téléspectateurs, parce que monsieur Alexandre Awassi le disait tout à l'heure, c'est un secteur d'activité, notamment l'environnement, qui est cher au chef de l'État. Et le chef de l'État, Ali Bongo, a d'ailleurs reçu au palais du bord de mer le président de l'Assemblée nationale, en présence du vice-président de la République, objectif à prendre des orientations de l'institution qu'il dirige. Les précisions dans cet élément de la presse présidentielle avec Aline Zila. En tant que clé de voûte de toutes les institutions et dans le cadre des consultations régulières, le président de l'Assemblée nationale est venu échanger avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il était question pour Faustin Boukoubi de venir recueillir des orientations quant à la parité du système électoral des échéances à venir. Nous faisons un tour d'horizon sur l'actualité politique nationale et nous avons parlé particulièrement de la proposition annoncée par le président de l'Assemblée nationale susceptible d'instaurer la parité dans notre système électoral. Et donc il a apprécié les contours de cette proposition et il nous a encouragés à la finaliser. Pour la bonne marche des élections, le président de la République a instruit le président de l'Assemblée nationale d'accélérer la cadence pour l'adoption des dispositions légales susceptibles de concourir à l'amélioration du processus électoral. De retour sur ce plateau dans ce magazine de cet après-midi sur TV+, avec nos invités, l'honorable Alexandre Awassi et Maurice Mvé Akoué, à tour de rôle, secrétaire général du SINAPEV, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts, et le député du siège unique du 2e arrondissement de la commune de Mwanda, c'est dans le Haut-Touboué. Alors, honorable, on parle de parité ici entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi. Il a pris des instructions, il dit vouloir travailler sur la parité en ce qui concerne les élections qui arrivent. Est-ce qu'on peut parler de cette parité sans la société civile? Ah non, il faut inclure toutes les couches sociales, aussi bien la société civile que toutes les classifications sociales qui puissent exister. Il n'y a pas que la société civile, la part des jeunes, la part des femmes. Toutes ces questions doivent être proposées sur la table des députés.
Donc en attendant de voir le contenu de ce qui va être proposé, je vais m'abstenir de donner un point de vue au risque de me tromper, mais cette parité doit être englobante de toutes les couches sociales de notre société. Mais Alexandre Awassi, honorable Alexandre Awassi, le téléspectateur qui est à la maison, quand on parle de parité, il comprend tout de suite opposition et majorité. Est-ce qu'il s'agirait exclusivement de ça? Parce que si on veut parler, puisque nous allons y arriver, le Conseil gabonais des élections qui est en train de se mettre en place, on a vu que lors de la concertation avec le ministre de l'Intérieur, c'était deux bords politiques qui étaient invités, l'opposition et la majorité. À partir de cet instant, où est la place de la société civile? D'où la question de beaucoup de Gabonais d'ailleurs, comme vous et moi et comme M. V. Akwe, où est la place de la société civile dans cette parité? Nous avions reçu Emmanuel Vemessa sur ce plateau qui disait que c'est une entorse si on ne fait pas appel à la société civile pour discuter des questions du bien-être de notre pays, notamment en ce qui concerne l'organisation des élections dans notre pays. La question est légitime. La place de la société civile, quand il s'agit de ces aspects en milieu politique, n'est pas des moindres. Mais je suis au regret de le dire. De quelle société civile s'agit-il? Celle impliquée fortement dans des questions politiques lorsqu'il s'agit de l'opposition ou celle en faveur de la majorité? Parce qu'il faut que la société civile sache s'inscrire dans le strict rôle de la société civile et non pas d'avoir un parti pris. Ça change l'essentiel du débat. Si c'est une société civile neutre, purement neutre, je suis d'accord qu'elle soit impliquée. Mais si cette société civile a déjà a priori choisi son camp, il ne s'agit pas de la société civile, il s'agit d'un camouflage politique simplement. Donc, je suis d'avis qu'il faut les impliquer, qu'il faut impliquer toutes les couches sociales, tous ceux qui se sentent gabonais et investis d'une mission politique dans le débat politique. Alors, honorable Awassi, tout à l'heure vous parlez de neutralité. Est-ce que, selon vous, comment définir cette neutralité, surtout quand on sait que la société civile est appelée à se prononcer sur des mots qui minent notre société? Est-ce que parce que il y a un certain M. Akwe, par exemple, qui doit se prononcer sur la grève qui se vit aujourd'hui aux eaux et forêts, qu'il est catégorisé de l'opposition, ou bien un certain Roland Diakou qui doit se targuer, ou encore qui doit se retrouver en train de féliciter les actions du gouvernement, et tout de suite on va le targuer d'être de la majorité? Mais non, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Le combat qu'il mène est noble. C'est un exemple pour parler d'un individu. Je suis d'accord et je pars de cet exemple justement. Son combat est noble. Il vise à l'embellissement, à l'amélioration de ses concitoyens, qui peut-être même ne va pas lui profiter directement, mais profiter à l'ensemble des employés des eaux et forêts. Est-ce qu'on l'a souvent vu s'afficher dans des mouvements politiques? Non. Son combat est défini, clairement défini. Son combat est encadré par la loi. Ce qui n'est pas le cas de nombre des membres de la société civile qui, malheureusement, le jour, ne font que la dénonciation. De nuit, ils sont avec des partis politiques. Quelle séparation vous en faites? À partir de cet instant, ça doit être difficile pour moi peut-être de pouvoir répondre à ça, mais ça va être difficile. Mais c'est difficile pour nous de l'apprécier également. Exactement, mais toujours est-il que la société civile revendique une place autour de la table de discussion. Parce que quand c'est légitime, je vous le dis, c'est légitime. Quand on parle de société civile, tout à l'heure vous avez parlé de la jeunesse, et il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des organisations non gouvernementales, qui fait partie de la société civile. Il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des mouvements religieux, dans des associations par exemple. Et parfois, disons-le sur ce plateau, ce sont ces mêmes jeunes que parfois on se retrouve en train d'embarquer pour faire des meetings de l'opposition ou de la majorité. À partir de cet instant, est-ce qu'on va, à ce moment-là, dire que ce jeune, par exemple, qui se retrouve dans un mouvement de l'opposition et demain dans un mouvement de la majorité, n'appartient plus à la société civile? Mais, écoutez, j'aurais aimé que vous-même vous répondiez à la question, parce que la barrière, elle est infime. Si l'on fait le choix de s'inscrire dans la société civile, que l'on fasse ce choix de façon indéterminée.
Si l'on fait le choix du camouflage politique pour s'inscrire dans la société civile et profiter à mettre des coups au nom d'une société civile, moi je suis désolé, le débat est faussé par essence. Donc ça doit être clair, que l'on soit jeune, que l'on soit vieux, peu importe le choix de nos actions, de nos appartenances, nous devons l'assumer. N'utilisons pas aujourd'hui la société civile pour en faire un parti politique camouflé. Ça, je dis non. Parce que nous faussons le débat. Un homme politique appartenir à la société civile, ça ne veut pas dire ne dire que ce qui ne va pas, c'est aussi dire ce qui se fait en bien. Mais aujourd'hui, la société civile s'inscrit essentiellement, par exemple, dans la dénonciation. Et c'est comme je vous le dis. Si peut-être, honorable Alexandre Awassi, si peut-être on se rend compte qu'il y a des secteurs dans lesquels la société civile, pour s'inscrire ou encore pour évoluer, ces secteurs-là vont mal, est-ce qu'il est méchant ou encore est-ce qu'il ne vient pas de la responsabilité de cet homme ou encore de cette femme de la société civile de dénoncer haut et fort pour le bien-être? Tout à l'heure, vous aviez estimé que le combat, par exemple, que l'on mène aux eaux et forêts peut être légitime, ça dépendra de ce qui est dans les cahiers de charges, mais aussi que la société civile peut se retrouver en train effectivement de mettre au devant de la scène des mots qui minent peut-être la société et qui empêchent le bien-être ou encore le développement du pays. À partir de cet instant, est-ce qu'on parlera d'une société civile qui a un bord politique? Non, pourquoi pas, mais je vous dis, mais ils sont pleinement dans leur rôle que de dénoncer. Le chef de l'État lui-même, lorsqu'il fait ses adresses à la nation, reconnaît les déboires, reconnaît les lacunes dans la gestion de la chose publique. Mais pourquoi un membre de la société civile ne peut pas se lever et puis dénoncer? Je dis, c'est à raison de le faire. Mais je dis que nous ne devrions pas utiliser la société civile pour en faire un objet politique. C'est simplement ce que je dis. C'est autorisé de dénoncer. Nous-mêmes, parlementaires, que l'on soit de la majorité ou de l'opposition, devant les membres du gouvernement, devant l'exécutif, nous leur disons ce qui ne va pas. Pourquoi on veut interdire à un citoyen lambda, à un membre de la société civile, de dénoncer quelque chose qu'il trouve injuste? C'est parce que vous aviez parlé tout à l'heure des choix qui doivent être assumés. Quand on fait le choix d'être dans la société civile, on doit l'assumer. On ne va pas être dans un banc et ce sera difficile justement pour vous, pour moi peut-être, de pouvoir établir ce lien qui existe entre la politique et la société civile. Oui, ça reste mais très toujours difficile. est-il que la société civile revendique sa place autour de la table des discussions. Et comme nous parlons du CGE et de cette parité, et comme vous êtes arrivé sur ce plateau, je l'ai dit, à l'entame de cette émission, vous êtes le député du siège unique du 2e arrondissement de la commune de Mwanda, c'est dans le Haut-Ogooué, et Mwanda se retrouve aujourd'hui à être coupé d'une manière ou d'une autre du reste du pays, tout simplement parce que le trafic ferroviaire est interrompu. La CETRAC d'ailleurs, qui est l'acteur incontournable du transport gabonais en matière de transport ferroviaire, permet la traversée du Gabon de l'Est à l'Ouest sur la côte ouest du pays. Le réseau des destinations desservi par cette CETRAC se compose de 7 gares principales et 15 secondaires et connaît plusieurs difficultés jusqu'à ce jour. Maya Meza nous donne des détails dans cet élément et nous en rediscuterons sur ce plateau avec Alexandre Awassi qui est député et Maurice Mveyakwe. Sans être exhaustive, le 23 avril 1992, le 18 juillet 2018, le 1er janvier 2019 et le 12 mai 2020. Et jusqu'en 2022, le drame continue. Sachant qu'on peut citer plus que ça, ces dates représentent les nombreux déraillements qui ont paralysé le trafic ferroviaire au Gabon. Et depuis sa construction en 1980, cette voie ferrée du Gabon n'a plus jamais été véritablement réhabilitée. Et depuis le début de l'année 2020, plusieurs déraillements ont été signalés et jusqu'alors la situation perdure toujours. À 1h30, ce nouveau trafic a été interrompu sur le réseau ferroviaire exploité par la Société d'exploitation du Transgabonais ce samedi 24 décembre 2022. Une rupture consécutive à ce 12e incident. Cependant, la Société d'exploitation ne s'est attelée qu'à indiquer qu'une équipe disciplinaire est déployée sur les lieux de déraillement pour organiser une intervention dans les meilleurs délais. Pourtant, ces incidents sont loin d'être sans conséquences pour la clientèle, souvent laissée pour compte dans la stratégie commerciale de l'entreprise. Cette dernière se questionne d'ailleurs sur le peu d'investissements consentis
dans la réfection de la voie ferrée quand la société publie un chiffre d'affaires qui avoisine les 100 milliards de francs CFA. Des questionnements qui tournent également autour de la mise à niveau initiée et financée depuis 2016 et qui était censée résoudre cette épineuse question de déraillement, offrir un service fiable et sécuritaire aux usagers, qu'il s'agisse du transport de personnes ou de celui des marchandises. A contrario, retard, report de voyage et dégâts matériels continuent de remplir le tableau de récrimination faites et opérateurs économiques exploitant ce service public est stratégique. Et ni la CETRAG, ni le régulateur, ou encore moins l'autorité de régulation, les transports ferroviaires ne s'expliquent de façon pertinente sur les véritables causes de ces différents déraillements, qui s'expliqueraient par la vétusté de certaines installations. L'exécution de ces travaux est prévue pour 2024. De retour sur ce plateau, dans ce magazine de l'après-midi sur TV+, votre télévision, nous avions vu cet élément de Maya Meza qui parle des différents mots qui mènent le chemin de fer, qui minent le chemin de fer dans notre pays. Mwanda, qui est dans le Haut-Ogooué, est coupé aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, et Logoué-Lolo également, deux grandes régions de notre pays qui se retrouvent aujourd'hui en manque de produits de première nécessité, en manque de beaucoup d'autres outils pour pouvoir avoir une vie normale comme ceux qui sont à Libreville, Port-Gentil et dans le reste du pays. Alexandre Awassi, vous êtes le député du siège unique du 2e arrondissement de la commune de Mwanda. Comment vous vivez cette situation? Très difficilement. Honnêtement, c'est d'une pénibilité sans précédent. Jamais ça n'a été autant dur, même si en réalité, il faut le dire, on le sentait arriver. Les ruptures de rails à répétition ont souvent condamné les populations de ces parties du territoire national, et le récent glissement de terrain le 24 décembre dernier n'ont fait que confirmer l'urgence que signalaient les parlementaires lors de l'audition du ministre des Transports durant l'examen de la loi de finances sur les difficultés qui pourraient subvenir lorsque nous aurions à vivre un déraillement ou une rupture de chemin de fer plus importante. Malheureusement, quelques mois plus tard, la réalité de l'urgence attirée par les parlementaires se fait vivre, et au détriment du plus grand nombre. Je vous le dis, c'est très pénible, ça a été dur pour nos populations, heureusement, même si je juge pas très prompte la réaction du gouvernement forcément, mais vite fait, là, avec les mesures qui ont été prises, il y a un retour à la normale, et c'est tant mieux pour tous. Est-ce que c'est suffisant, ces mesures qui ont été prises, comme vous l'aviez dit, même si ça n'a pas été très prompt de la part du gouvernement? Est-ce que ces mesures aujourd'hui peuvent déjà permettre aux Gabonais de Mwanda de pouvoir ne serait-ce que subvenir aux petits besoins quotidiens? Écoutez, pas très prompt, parce qu'il est important que je le précise. C'est quand même depuis le 24 décembre. Oui. Qu'a eu lieu le glissement de terrain. En date du 28, je pense que le ministre des Transports et son collègue du commerce s'étaient réunis pour discuter des questions de transport entre la gare de la Lopé et de Boué. Et ce n'est que là qu'une délégation ministérielle se rend dans les provinces du Haut-Ogooué et de Logoué-Lolo, des provinces impactées. Près de 2 semaines après, alors que les urgences se faisaient ressentir le même jour déjà. Plus que dans le train, comme vous le savez, aussi bien on transporte les personnes que les marchandises supposées contribuer aux équilibres à l'intérieur de ces provinces. Donc je n'ai pas trouvé leur réaction prompte, parce qu'il n'a fallu que là récemment, et je félicite d'ailleurs le nouveau chef du gouvernement, qui dans son triptyque parle justement de proximité. Donc là, justement, manifester en se rendant accompagné d'une délégation gouvernementale pour aller s'enquérir
des situations. Bien avant ça, heureusement, il y avait le président de la République qui avait déjà pris des décisions, une décision importante, celle du déploiement de forces de défense et de sécurité pour la sécurisation, parce qu'on frôlait le chaos. Vous l'avez vu, il y avait des grèves des enfants. Au sein des stations, il y avait des bousculements. Des bousculements liés à une mauvaise décision, j'ai envie de le dire. Mais comment dans une province comme celle du Haut-Ogooué ou de l'Ogooué-Lolo, qui compte plusieurs centaines de milliers de personnes, on peut résumer la consommation du carburant à 10 000 francs? Évidemment, cette décision aurait créé des bousculements un peu partout. Heureusement, là encore, le chef de l'État a pris la décision. 24 camions citernes ont été envoyés pour alimenter les populations. Mais il n'y a pas de carburant. Comment on espère que les gens se déplacent? Comment on va à l'hôpital? Comment on va faire ses courses? Le prix du transport était monté à 1000 francs dans le Haut-Ogooué, et c'est ce qui avait d'ailleurs poussé le gouverneur Jacques-Denis Tsanga de pouvoir interrompre un peu les cours pour une semaine, question de baisser un peu la tension. Alors Maurice Mveyakwe, l'honorable député disait qu'il y a eu interpellation de la part des parlementaires au ministre des Transports sur le risque qu'il pourrait y avoir s'il y a eu déraillement de train, et malheureusement c'est arrivé, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter. Malheureusement c'est arrivé, et on se retrouve dans cette situation, une situation prévisible comme plusieurs autres domaines d'ailleurs. Est-ce que selon vous on peut dire que certains membres du gouvernement font un peu dans la sourde oreille en ce qui concerne l'interpellation, non seulement des députés mais aussi du chef de l'État? Déjà, émettre un sentiment de compassion à l'endroit de nos concitoyens des deux provinces impactées. Et pour revenir à la préoccupation, je pense que la responsabilité, lorsqu'on siège au sein du gouvernement, tient déjà de la mission qui vous est assignée. Un chef de département ministériel doit être un serviteur qui s'attelle à mettre en musique les instructions reçues de celui qui l'a placé, de celui qui l'a nommé le président de la République. Exactement. Et on note, pour le regretter, que dans la conduite de la gestion par certains chefs de département, des choses sont faites en décalage avec les aspirations, sinon les instructions du chef de l'État. Parce que dans les détails, je ne pense pas que certaines insuffisances sont dues à la faiblesse du chef de l'État. Il instruit, il fait confiance, mais certains ne suivent pas. Et c'est là où le nœud du problème persiste en fait. Et vous, au niveau des eaux et forêts, en ce qui concerne toutes vos revendications, vu que le ministre vous a adressé un courrier il y a 2 jours, que pensez-vous faire à partir de cet instant? Est-ce qu'il va falloir, comme vous avez dit, le chef de l'État fait confiance, il va falloir peut-être faire confiance au bon sens du ministre qui a pensé déjà à vous adresser un courrier, parce que selon vous, ce n'est pas là un début peut-être de pouvoir dénouer un peu la tension qui persiste entre vous et votre tutelle en ce qui concerne le ministère des Eaux et Forêts? Si ce courrier était porteur d'espoir, nous aurions eu raison de nous sentir écoutés. Malheureusement, le courrier relève d'une certaine vacuité, il vaut mieux le dire sans langue de bois. Donc nous restons sur nos revendications telles qu'elles ont été présentées. Nous sommes dans une impasse parce que notre interlocuteur principal ne veut pas écouter, ne veut pas ouvrir la discussion. Or, rien ne peut évoluer sans que les deux parties ne s'asseyent. À la limite, nous espérons que certains membres de l'exécutif, comme le Premier ministre, pour ne pas parler du chef de l'État, ramènent tout simplement à l'ordre le ministre Lee White. Parce que c'est une situation qui peut être débloquée en une journée. Mais nous ne comprenons pas pourquoi, depuis des années, il ne veut pas faire le pas responsable qui lui revient. Maurice Mveyakwe, honorable Awassi, parle un peu de cette façon de Lee White de faire un tout petit peu la sourde oreille. Vous, en tant que député aujourd'hui, par rapport à la situation qui prévaut en Mwanda, jeune député, c'est vrai que c'est un peu, ça paraît un peu gênant de parler de jeunes, parce que tout à l'heure, vous l'avez si bien dit qu'il n'y a pas de jeunesse quand on est à l'hémicycle, quand on est investi de responsabilité. Vous, justement, en tant que représentant
de la ville de Mwanda et de la jeunesse de Mwanda au centre de l'hémicycle, quelle initiative vous aviez pris déjà pour pouvoir rassurer les populations sur les jours à venir? Mais écoutez, je reste très faible. Le pouvoir appartient à l'exécutif qui dispose de l'essentiel des moyens pour pouvoir agir. Mais vos électeurs vous regardent également. Oui, mais ce n'est pas une question d'électorat, c'est une question de Gabonais, du mieux-être des Gabonais. Pour ma part, mon exercice, je l'assume. Lorsqu'on interpelle sur la route, parce que aujourd'hui, les principaux produits qui posent problème, c'est des produits de grande consommation. Vous avez les vivres, vous avez le gaz, vous avez le carburant. Je vais vous informer d'une situation. Ce n'est pas que quand il y a rupture de rail que nous avons ces difficultés d'alimentation. En saison de pluie, nous avons ces difficultés. Elles ne sont mises à nu là que parce qu'il y a eu l'urgence posée par la rupture de rail. Mais en saison de forte pluie, nous avons ces difficultés parce que ça prend 2 semaines pour un camion contenant les bouteilles de gaz d'arriver à l'intérieur, dans l'interland. Donc, c'est des problématiques que nous avons déjà en tant que parlementaires. Et pour le bien de mes populations, c'est des problèmes que nous avons posés sur la table des membres du gouvernement. Nous leur avons, par exemple, dit, au lieu d'acheminer en temps de saison de pluie, le gaz par voie terrestre, puisque les routes sont impraticables, commencez par mettre les bonbonnes de gaz dans le train. C'est plus rapide, on est sûr qu'il n'y aura pas de rupture. Pareil pour l'acheminement des bouteilles du carburant. Pareil pour l'acheminement des produits vivriers. Je me satisfais, j'ai vu récemment également le ministre du Commerce s'agiter avec le groupe CKK10 pour précipiter l'arrivée de ces produits. Mais ça, en réalité, ça doit être fait à tout temps. Et lorsqu'arrivent les saisons de pluie, le gouvernement doit s'imaginer, doit se dire que tant que les travaux de la voie de la route ne sont pas arrivés à leur terme, ils ont cette urgence permanente. Donc c'est ça les moyens du député. Je ne vais pas me résumer à aller faire, mais je dispose de quels moyens pour faire un don en alimentation, puisque c'est de ça dont il s'agit pour les populations de Mwanda. Je n'y arriverai pas. La bouteille de gaz et le carburant, ce sont des produits à fort impact social. Et d'ailleurs, le président de la République l'a compris. C'est pour ça qu'on y accorde autant de subventions pour ces produits-là en particulier. Mais je suis surpris que l'on ne comprenne pas l'urgence de l'acheminement. Je vais vous donner une information. À Mwanda existait à l'époque une station d'emplissage de gaz. En 2018, il était question de refaire cette station d'emplissage de gaz. J'y ai moi-même été invité par les entreprises désignées pour la réfection et la mise en fonction de cette station d'emplissage. Cette station était supposée produire jusqu'à 800 bouteilles par jour, 800 bouteilles de gaz par jour, suffisantes pour couvrir les besoins en gaz de 3 provinces, l'Ogwe Ivindo, le Haut-Ogwe et le Moyen-Ogwe, et l'Ogwe Lolo, pardon. Mais il n'en est rien. Personne ne trouve urgent de précipiter ces travaux afin que ce produit ne manque pas. Manquer du gaz en 2022, en 2023, à la limite, ça fait pitié. Oui, ça fait pitié pour nos maires qui sont renvoyés souvent à des pratiques d'un autre âge, aller couper le bois, au feu du bois, alors que nous sommes en train de vouloir protéger notre environnement. Nous voilà renvoyés à des pratiques passées. Déforestation et puis pollution de l'atmosphère. Merci à vous, Alexandre Awassi. Nous rappelons que vous êtes le député du siège unique du 2e arrondissement de la commune de Mwanda. C'est dans le Haut-Ogwe. 2023, c'est la période de l'élection. Vous irez, vous représenterez, honorable? Écoutez, je ferai un bilan en toute lucidité de mon activité parlementaire. Je le présenterai aux populations qui sont les miennes, qui m'ont désigné, qui m'ont confié cette mission de parlementaire. En accord avec ces populations, je le ferai. Objectivement, je pense avoir montré le chemin. Enfin, de façon assez humble, je le dis, je pense avoir montré le chemin à nombre de jeunes et je ne voudrais pas fermer la porte en me retirant simplement de la chose politique. Je souhaite y être pour inviter encore nombre de jeunes
à pouvoir faire comme vous, à pouvoir faire comme moi, sinon mieux que moi. Merci à vous, honorable. Merci à vous et également Maurice V. Akoué, secrétaire général adjoint du SINAPEF, le syndicat national des professionnels des eaux et forêts. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en compagnie de ce programme. On se retrouve demain, mais avant, vous pouvez continuer à suivre nos programmes sur YouTube, Instagram, Twitter et Facebook. Au revoir. Thank you.